Bonjour et bienvenue dans cette synthèse Medscape de l'ADA, le congrès américain du diabète, congrès annuel. C'est la 80e édition cette année, un congrès exclusivement virtuel. Pour en parler, on est avec le professeur Ronan Roussel. Bonjour. Bonjour. Ronan Roussel qui est chef de service de diabétologie à l'hôpital Bichat à Paris. On va parler dans cette première émission de 3 études qui ont marqué pour vous ce congrès. Et premièrement, rappelez-vous, il y a 22 ans, il y avait le lancement de la plus grande étude de prévention du diabète, le fameux DPP. 3 groupes de patients tirés au sort avec randomisation. Un groupe qui était traité par des mesures hygiéno-diététiques importantes. Deuxième groupe, la metformine. Troisième groupe, des mesures hygiéno-diététiques usuelles. C'était tous des patients prédiabétiques. Cette étude avait montré à 3 ans une réduction significative de la survenue du diabète, moins 58% avec les mesures diététiques, moins 31% avec la metformine par rapport aux mesures classiques. On a maintenant des données à 22 ans, des données intéressantes, Ronan. Oui, alors les personnes qui étaient sous metformine à l'époque, on leur a proposé de rester sous metformine. On n'a pas les données très détaillées de l'exposition dans les différents bras, parce que des autres bras ont pu éventuellement être traités également par metformine. Certains sont devenus diabétiques, d'autres non. On a le suivi concernant le diabète, mais concernant aussi d'autres pathologies, des complications du diabète, des événements cardiovasculaires et même le cancer. Les résultats sont intéressants, un petit peu décevants, il faut bien le dire, parce qu'à la différence de l'étude chinoise d'Aking, qui était sur un mode un peu similaire, prévention du diabète par des modifications du style de vie, et qui ont pour le suivi très prolongé également suggéré montré à vrai dire une réduction des événements cardiovasculaires chez des personnes qui sont devenues nettement plus âgées. Dans le DPP OS, Outcome Study, présenté là, et les patients ont 72 ans en moyenne, et donc on aura des publications sur le vieillissement et l'effet de ces mesures qui, donc pour beaucoup, datent quand même d'il y a une vingtaine d'années. D'où peut-être les résultats un petit peu décevants. On garde une protection vis-à-vis du diabète qui est atténuée, mais une différence qui reste significative. C'est-à-dire moins de risques de devenir diabétique, même 20 ans après. Exactement. Bien sûr, tout cela est cumulé. Donc la protection acquise jadis, en tout cas, ne s'efface pas complètement. Alors les infarctus et les maladies cardiovasculaires. Malheureusement, pas de différence significative qui apparaît entre les différents bras. Et les complications rénales et rétiniennes non plus. Ce qui ressort, et c'est non significatif à vrai dire, donc c'est dire à quel point on ronge un petit peu l'os, c'est moins de cancer sous metformine. Avec un petit p à 0,12, je crois. Voilà, donc c'est pas significatif, mais ça va dans un sens en tout cas qui est très plausible, puisque la metformine, comme à vrai dire l'ensemble des médicaments agissant sur l'insulinorésistance, a été réputée dans des études observationnelles et même dans certains essais randomisés, à vrai dire, associé avec un moindre risque d'évolution des cancers. Donc c'est plausible, mais bien pas sûr, démontré. C'est un peu décevant. Alors, question pratique, concrète, on se pose la question, moi je me la pose depuis des années, pourquoi la metformine n'a pas d'AMM en Europe pour la prévention du diabète? Je crois qu'aux États-Unis non plus. Pourquoi? Est-ce que aujourd'hui, avec ces résultats, on se dit après tout, prévenir le diabète avec la metformine, ça n'a pas d'intérêt? Ou est-ce que, quand même, on prévient le diabète, ça c'est encore démontré 20 ans après, auquel cas il faudrait pouvoir prescrire la metformine chez des patients prédiabétiques? Là, c'est des décisions qui relèvent de la politique de santé. Je pense que donner un médicament pour prévenir une maladie que l'on traiterait avec ce même médicament, ça pose des questions, ça pose aussi des questions économiques. La population prédiabétique est très large et à contours assez flous du reste, parce qu'il n'est pas si simple que ça de prédire chez un individu donné, tant à l'échelle de la population, hyperglycémie provoquée par voie orale, hyperglycémie de jeunes, tout ça, ça définit des surrisques, ce sont des facteurs de risque clairs. Mais à l'échelle individuelle, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec une réduction de leur glycémie spontanée. Donc prendre un médicament, quand ça peut arriver, je trouve que ça mérite beaucoup plus de documentation. Donc pas d'indication aujourd'hui, même aujourd'hui, à la metformine chez les patients prédiabétiques. Alors deuxième grand chapitre, c'est celui des inhibiteurs SGLT2. Alors beaucoup d'études à ce sujet, on va pas toutes les citer, mais il y en a une qui était très attendue, l'étude Vertis, qui a été menée avec
l'ertugliflozine. Encore une glyphosine. Est-ce que c'est toujours aussi convaincant? On avait des données qui montraient avec la dapagliflozine et l'empagliflozine un effet bénéfique sur les événements cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'il en a avec cette autre glyphosine? Eh bien, on a des résultats qui sont cohérents, pas très impressionnants en cette étude en elle-même, par exemple, sur le critère principal, elle montre la sécurité cardiovasculaire sur le MACE, 3 points habituels de l'ertugliflozine chez les patients diabétiques en prévention cardiovasculaire secondaire, mais pas de supériorité à la différence d'Empareg, par exemple. Et puis, lorsqu'on regarde dans le détail la mortalité cardiovasculaire, là non plus, on n'a pas d'effet bénéfique. Ce qui ressort, c'est, et qui est donc totalement cohérent avec un effet de classe, comme ça a été d'ailleurs commenté par Mark Cooper, qui a assuré un commentaire indépendant à l'issue de la présentation des résultats, c'est une réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, moins 30%. Voilà, c'est carré, c'est exactement ce qu'on connaît avec les autres glyphosines. Et sur le rein également, là aussi sans être très impressionnant, des résultats tout à fait cohérents avec la protection rénale que l'on connaît, et cette fois-ci qui est démontrée à d'autres molécules de la classe de façon extrêmement forte. Donc ce qui a été présenté en plus des résultats des essais, c'est des méta-analyses simultanées pour dire, vous voyez, notre molécule, elle me montre ça, mais c'est vraiment c'est un effet de classe et elle participe à cet effet de classe. Non, c'est pas un effet de classe. Alors, question pratique de nouveau, on sait que la dapagliflozine est maintenant remboursée en France, c'est peut-être passé un peu inaperçu parce qu'en plein confinement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est la dapagliflozine qui doit être défendue en France et être traitée, ou est-ce que les autres, et en particulier cette ertugliflozine, a quand même une vie en France? Actuellement, non, elle n'est pas distribuée. Il n'y a pas de dossier qui a été soutenu définitivement. Donc, non, on reste sur la dapagliflozine qui est la seule accessible en... Dapagliflozine. Vous ne dites pas jusqu'au bout, hein? La seule accessible en France, une prescription qui est restreinte pour l'instant aux spécialistes initialement, mais qui nous permet dans les indications de cette classe-là, qui sont en particulier le diabète avec atteinte rénale et diabète avec insuffisance cardiaque, je pense qu'on est vraiment très partant pour l'associer à la pratique. Ouais. Alors on reste sur la dapagliflozine avec d'autres études à l'ADA et en particulier une analyse complémentaire de l'étude DAPA-HF. On rappelle que c'est une étude qui s'intéressait aux patients insuffisants cardiaques et qui montrait un bénéfice du traitement sur les événements cardiovasculaires. Et dans cette étude, il y a un sous-groupe de patients non diabétiques et les auteurs sont intéressés à savoir si la dapagliflozine permettait de limiter le risque de devenir diabétique. Alors, ça marche ou pas? Alors, ça marche. On a donc DAPA-HF, moitié diabétique et moitié non diabétique, c'est la population d'intérêt ici, soumis à la DAPA ou au placebo, et des patients deviennent diabétiques dans ce suivi qui est court, 18 mois à peu près, et une incidence qui est réduite d'environ un tiers sous dapagliflozine, avec la question de est-ce qu'on a juste masqué des cas en baissant la glycémie, puisque c'est un médicament du diabète après tout, et dès qu'on l'arrêtera, hop, ils vont réapparaître, et ma foi, on n'aura rien prévenu du tout. Et là, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse à cette question. C'est plausible, encore une fois, mais on aura besoin d'avoir un suivi à distance une fois le traitement retiré. D'autres choses qui ont marqué l'ADA, on va peut-être parler quand même de votre étude. Alors, on peut effectivement l'évoquer, c'est une étude qui s'est intéressée aux données françaises de l'assurance maladie sur le remboursement du flash monitoring, donc avec le freestyle libre, surveillance avec capteurs de glycémie qui permettent de se passer des contrôles au bout du doigt, et qui est remboursé chez les patients diabétiques de type 1 et diabétiques de type 2 avec plusieurs injections d'insuline. Et on s'est repenché donc sur les données de remboursement de soins en France chez les personnes qui ont eu un tel appareil juste à sa sortie, au moment où il a été remboursé, en s'intéressant à ce qui se passait chez eux un an avant et un an après.
Et qu'est-ce qui se passait? Notamment, il y avait des acidocétoses, ce sont des patients notamment diabétiques de type 1, mais également chez les diabétiques de type 2, insulino-traités de façon intensive. Et ces acidocétoses ont connu, chez le type 1 comme chez le type 2, une diminution de leur incidence d'un facteur 2, donc une diminution très importante. Et lorsqu'on a présenté ces résultats à l'ADA, la communication suivante était une étude américaine dans le type 2 également, montrant une diminution de 60%, donc tout à fait en ligne avec cela, également des complications aiguës du diabète, donc ça semble tout à fait vrai, et c'est extrêmement intéressant d'un point de vue pour les patients, parce que ces acidocétoses, c'est potentiellement un bénéfice majeur. Et même pharmaco-économique, une étude suivra pour dire est-ce que ça permet d'économiser des coûts de santé. Des données qui seront publiées, je suppose, prochainement dans une revue internationale dont on taira le nom encore. Hein. Merci beaucoup Ronan Roussel. On vous retrouve pour une seconde émission concernant le Covid, une synthèse, parce qu'on espère bien que c'est derrière nous. À très vite et restez connectés sur Medscape.